L'armée des Khmers rouges prend le pouvoir après des années de guerre civile. Les Khmers rouges vont transformer cette victoire en un génocide qui fera plus de 2 millions de morts, près du quart de la population. Des milliers d'enfants y perdirent la vie, d'autres survécurent par miracle. C'est le cas de Kim, qui vivait avec une cinquantaine d'autres enfants dans un orphelinat de Phnom Penh. Un orphelinat créé par Naomi Bronstein et que dirigent alors deux jeunes Québécoises, Anna et Héloïse Charret. Au péril de leur vie, elles vont réussir à sauver ces enfants d'une mort certaine. Et ce sont ces deux femmes qu'ils retrouvent aujourd'hui, à la résidence de leur mère à Montebello, pour démarrer une aventure qui va les ramener bientôt au Cambodge. Jamais sur nos enfants, ce soir, au grand reportage à 20h. Et justement, on retrouve les acteurs, vous venez de les voir dans le documentaire. Une de ces héroïnes, c'est bien sûr Anna Charret qui est ici, bonjour. Et puis Kim Routier-Fillon qui est également là. Vous le voyez arriver à Montebello, hein? C'est à Montebello, vous avez dit, la rencontre? Et puis vous, Yves, on vous entend, vous êtes derrière la caméra, vous avez monté le film, effectivement. Et Yves Bernard qui est avec nous pour nous parler de cette histoire-là. La table a été mise rapidement, on est en pleine guerre, et là, quand j'ai vu le reportage, je dois vous poser la question, Mme Charret, on voit deux petites filles, 20 ans, 22 ans, je dis des petites filles, deux très jeunes femmes qui ont des dizaines d'enfants qui s'occupent avec du personnel et qui prennent des décisions, mais... c'est quelque chose, est-ce qu'on verrait ça encore aujourd'hui, à notre époque, en 2014, de si jeunes femmes avec des responsabilités si grandes? Des fois, il le faut. Oui. Même aujourd'hui, on était sœurs, on était ensemble, et on était fortes dans nos démarches au Cambodge. Ouais. Et il y avait de beaux petits bébés, comme Kim, qui ont grandi, et que vous avez aidé comme ça. Kim, vous aussi, vous faites partie de cette expérience-là, parce que vous êtes au volant, puis vous, faut essayer de retrouver les lieux de cet orphelinat, finalement. Là. Vous êtes partis tous les trois, avec votre sœur Héloïse également. Alors, racontez-nous un peu ce qu'on voit dans le film et comment vous avez ressenti ça. Eh bien, c'était un retour au Cambodge pour la première fois en 37 ans. Pour Anna, pour Héloïse et puis pour moi. Les trois, c'était la première fois qu'on y retournait. Et puis, la fois précédente qu'on avait quitté, ben, c'était sous le feu des projectiles. Donc, c'était de revisiter où ça s'était passé, de voir, bon, est-ce que l'orphelinat existe toujours? Qu'est-ce que c'est rendu? Beaucoup d'interrogations à ce niveau-là, et puis ça a été vraiment... c'est bizarre, j'avais pas d'attente en allant au Cambodge, mais en même temps, je m'attendais pas à ce que j'ai vécu. Des émotions qui m'ont surprise énormément en allant au Cambodge, et puis ça a été... mais j'étais surtout extrêmement heureux de pouvoir y retourner avec Anna et Héloïse. Ah ben, je vous comprends. Ce sont des femmes absolument extraordinaires d'avoir tenu le fort de cette façon-là. Tu sais, il faut réaliser que on leur a pas demandé « Pouvez-vous, s'il vous plaît, partir, quitter le Cambodge » parce que tous les ressortissants étrangers ont quitté le pays. C'était « Vous quittez le pays, c'est un ordre. » Oui. Et puis elle, s'il vous plaît, ça venait au bout d'un canon de fusil, pratiquement. Hein? Puis elle, c'était non, non, non. Jamais sans nos enfants. Sans nos enfants. Il y en avait 55. Oui. Oui. Et ça, comme ça, c'était tous des enfants qui avaient perdu leurs parents, ou vous ne le saviez même pas, je pense, non? Pas pour tous les enfants, mais la plupart des enfants n'avaient pas de parents. Il fallait les sortir. Oui, parce que ça n'a pas été facile non plus de les sortir. C'est pas, on prend pas le téléphone, mais on appelle la Croix-Rouge. C'était pas tout à fait comme ça en 75 à Phnom Penh. Non. Ça a été beaucoup plus difficile. Vous avez dû convaincre ou parler à des diplomates, non? Oui, on avait beaucoup d'aide.
à travers les Khmers au Cambodge, Ah ouais. qui nous a beaucoup aidés à faire sortir les enfants, Et à les sauver. à les sauver. Il y avait leur mère aussi qui était au Vietnam à ce moment-là, qui, connaissant la situation, a décidé essayer de trouver un avion, ce qu'elle a réussi, pour permettre à Anna et Louise... Mais là, attendez, là, les gens nous écoutent à la maison. Sa mère a tenté de trouver un avion. Oui, sa mère Mais était on bénévole. comprend quand même avec... aujourd'hui, prendre un téléphone, on appelle où pour avoir un avion qu'on va aller en zone de guerre? Oui, elle était déjà au Vietnam, mais donc c'est une femme aguerrie aussi, qui est engagée dans le secteur communautaire, comme Anna et Louise viennent un peu de cette tradition-là. C'est ce qu'on vient de comprendre. Alors, c'était des femmes dans les années 70, les gens étaient engagés, on essayait d'aider les gens dans différents pays. C'était un peu le rôle que les Sœurs Charest avaient commencé, sans savoir qu'ils entraient dans un pays dans l'enfer total. Parce que les Khmers rouges, pour résumer, bon, c'était une armée sanguinaire qui s'approchait, qui voulait faire du Cambodge un pays agraire, sans intellectuels. Alors, si vous avez des lunettes ou l'éducation, c'était... C'était très dangereux pour vous. Dangereux, vous étiez mort. Ouais. Alors, c'est dans ce contexte-là que les Sœurs Charest vont se retrouver avec 50 enfants qui viennent d'un orphelinat et de l'hôpital. Et ça, c'est dans le documentaire, on le voit très bien. Oui, parce que ça n'a pas été un coup de fil pour trouver l'avion et sortir les enfants. Là, il y a eu des péripéties avec tous les problèmes qu'une zone de guerre peut entraîner. Oui, Anna peut peut-être décrire un peu le contexte quand l'avion arrive, peut-être à l'aéroport. Well, c'était la guerre. L'aéroport était sous bombardement constant. On a réussi d'avoir un camion, on l'a décoré avec des croix rouges. On était en contact avec l'avion. Quand l'avion avait atterri, on était là avec le camion. Et de rentrer les enfants le plus vite que possible et de partir. Et on était sous bombardement en partant aussi. Quel geste héroïque. Et là, c'est la logistique aussi. Il faut arriver à l'aéroport, il faut mettre ces petits qui ne marchent pas. Là. Personne ne marche. La plupart ne marchent pas. La plupart ne marchent pas. C'est dans des tiroirs, pratiquement, dans des paniers. Hein, on les enligne dans le camion et ensuite dans l'avion. Alors, c'est tout un exploit. Écoutez, on va prendre une petite pause et puis on va revenir là-dessus parce que ça vaut la peine de poser encore bien des questions. Ne bougez pas. J'avais un des garçons sur moi que Naomi avait adopté, c'était Mao, notre plus vieux. Et il était comme pris dans ma chair. Il ne voulait pas me laisser. Et quand j'ai dû presque le déchirer de mon corps, on a pleuré. Et après ça, je crois qu'Anna et moi, on a pleuré pendant des semaines et des semaines. Mardi. Serez éternellement reconnaissant. Infiniment merci. Je suis privilégié d'être vivant aujourd'hui. Ma vie s'était déroulée au Cambodge, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Et puis, qui plus est, si Anna et Louise Charest s'étaient pas tenues debout envers et contre tous, de dire jamais sans nos enfants, nous quitterons le Cambodge. Oui, j'en reviens toujours pas quand on parle de vous et de votre sœur, deux jeunes femmes comme ça qui ont dû avoir du cran pour résister à toutes ces difficultés. Ce grand reportage, vous pouvez le voir ce soir à partir de 20 ans. Kim, je reviens tout de suite. Vous avez tenté, parce que quand vous vous souvenez pas de ça, mais quand vous êtes arrivé à Dorval,
vous êtes allé dans les bras de vos parents et la séparation a eu lieu. On reviendra à ça dans un instant. Mais vous n'aviez plus de contact du tout avec les sœurs Charest à ce moment-là. Vous n'aviez pas d'adresse ou de contact dans les années qui ont suivi. Non, de ce qu'on peut comprendre, c'est que Anna et Héloïse ont été coupées de toute communication avec leurs enfants. Et puis, ça fait en sorte que les parents adoptifs, ben, ont jamais pu savoir que c'est Anna et Héloïse qui ont risqué leur vie pendant 4 mois pour sauver ces enfants-là qui ont été adoptés. Donc, aujourd'hui, ben, c'est un moment extraordinaire pour pouvoir, en fait, apporter cette histoire-là. Éclairage. Mais vous avez réalisé votre histoire de quelle façon? Je veux dire, il fallait que vous remontiez aussi. Ben, il y avait de l'information quand même un petit peu. Ma mère Ghislaine, mon père André en avait accumulé des articles de journaux. La presse avait couvert cette adoption. Oui, je vais vous dire, j'ai un souvenir vague de cette arrivée, oui. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, on est 17 enfants sur 55 qui se sont retrouvés. Grâce, entre autres, à Facebook. Là. Et puis, on a organisé des retrouvailles. On a organisé à quelques reprises, dont une majeure l'été dernier, l'été 2013. Et puis, on était presque 70-80 personnes. Puis, avec les familles élargies, puis tout ça. Donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau frère, une nouvelle sœur, ben c'est pas la vie juste de cette personne-là qui est soudainement illuminée. C'est la vie de toute sa famille. Et puis, parce que comme John Rayner, qu'on a trouvé cet été, avril 2013, on ne connaissait pas, il ne connaissait rien de son histoire. Rien, puis ses parents n'ont pas pu transmettre que Anna et Héloïse les ont sauvés. Ils n'ont pas pu leur parler à l'aéroport. Ils n'ont jamais su. Donc, c'est extraordinaire. Puis là, c'est sûr qu'avec la sortie du documentaire, ben, il va y avoir d'autres gens, peut-être même maintenant, qui regardent la télé, qui disent c'est parce que moi aussi, j'étais au Canada House. C'est ça. C'est vous savez que vous veniez de là. C'est ça, le Canada House, c'est l'élément clé. Donc, c'est une histoire qui va continuer à se répandre, c'est ça. À s'épanouir, parce que c'est pas terminé, on est 17 sur 55, donc il en reste. Il en reste. Et retourner au Cambodge, pour vous, c'était quelque chose, hein? Oui, ça a été de retourner d'essayer de retourner sur les lieux où tout s'était... essayer de retrouver l'orphelinat a été quelque chose extraordinaire, puis ensuite aussi... qu'est-ce que... Le sentiment d'être étranger. Je ne veux pas trop en dire non plus. Non, mais le sentiment un peu d'être étranger dans Ah oui, ça c'est drôle. Ça c'était comique. Parce que votre Cambodgien est un peu rouillé. Oui, c'est ça, j'ai oublié quelques... Mais il le dit dans le documentaire. Les enfants vous approchent ou vous avez quelques mots. Je vous entends parler. Juste aux douanes en arrivant, c'était comique. Parce que le douanier m'accueille, puis là, il me parle en cambodgien. Et puis là, je réponds en anglais que non, ben je parle pas cambodgien. Et puis là, il regarde mon passeport. Il dit, ouais, mais t'es né à Phnom Penh. Il me dit ça en cambodgien. Je comprends Phnom Penh. Oui, mais j'explique. Donc, ça a créé des situations pas mal cocasses. Donc, j'ai voulu apprendre rapidement à expliquer ça en cambodgien. Mais il a fait aussi des démarches pour essayer de retrouver ses parents biologiques. Alors, il y avait le désir. Oui, c'est ça, c'est que Kim, à un moment donné, il y avait cette quête-là. L'idée principale était de faire reconnaître le travail des deux sœurs et pour partager justement cette histoire merveilleuse avec le public. Mais il y avait une petite partie qui se disait hey, j'ai peut-être une petite chance de retrouver mes parents biologiques. Alors on était à la Croix-Rouge, il y a un organisme qui travaille depuis une dizaine d'années pour retrouver les familles disparues, les familles qui ont été séparées lors du génocide, lors de la période des Khmers rouges. Et de temps à autre, ils retrouvent chaque année une dizaine de personnes qui avaient été placées dans un village parce que la population a été séparée. Alors on était avec Kim, il y a vous allez le voir dans le documentaire, il y a des archives, des photos, et malheureusement, lorsqu'on a été, lors de cette visite, consulter les archives, il n'y avait pas de Kim Manapatsang qui était dans les registres. Par contre, on s'est rendu dans une télévision locale où il y a une émission
qui, chaque mois, je crois, c'est ça? Chaque semaine. Chaque semaine. Semble-t-il, c'est l'émission la plus écoutée au Cambodge. Ouais, c'est le retour. On essaie de retrouver les enfants. Donc, Les retrouvailles. les retrouvailles, un peu comme on le faisait ici au Québec. Alors, c'était une partie de sa quête au Cambodge, mais principalement l'histoire. J'aimerais rajouter quand même qu'en grandissant, pour moi, mon père André, ma mère Ghislaine, mon frère Étienne, c'est mes vrais parents, c'est mon vrai frère. Puis ça a toujours été ça, puis même en partant au Cambodge, pour moi, il n'y avait aucun doute. Et c'est normal d'avoir le désir peut-être de quand même retourner aux sources et de peut-être aller jusqu'au bout. C'est que je m'étais tout le temps dit que mes parents biologiques étaient décédés. Parce que, je sais pas, c'est un tiers de la population qui a été tuée. Oui. C'est ce que je me suis toujours dit, et convaincu même, jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Ouais, mais il y a 2 tiers qui ont survécu. » Ah, j'avais pas vu ça de même. Donc, ça s'est pas avéré, vous n'avez pas été en mesure de retrouver vos parents biologiques. Et on retourne un petit peu. Non? On s'en garde, d'accord. Oui, ben ça c'est ma curiosité naturelle. Mais oui, il y a des démarches, d'accord. Comme l'émission It Is Not a Dream, qui est une émission où ils retrouvent où les gens, dans le fond, font application pour essayer de retrouver un membre perdu de leur famille, mais c'est par centaines de milliers que ça au Cambodge. Ben, on a eu l'occasion, grâce à Yves et Télémagine, de se retrouver sur ce plateau-là. Donc avec un entretien en khmer, en direct, donc c'était comique. Et que de moments d'émotion. Vous allez partager ça, vous, M. Bernard? Oui, il y a une scène qui se passe lorsqu'on est au camp S21. C'est un centre où on avait recouvré 17 000 prisonniers. Prisonniers, c'était des civils. Les Khmers rouges les torturaient, les interrogeaient, et finalement, sur les 17 000 prisonniers dans ce centre-là, il y en a à peu près une centaine qui ont survécu. Et on a créé un musée où on voit les photos des gens qui ont été torturés et qui sont décédés. Et Kim, en regardant les photos, se posait la question, est-ce que c'est possible que mes parents biologiques soient parmi ces victimes-là? Et ça, c'est une scène qui était très difficile à tourner parce qu'il fallait être en retrait et en même temps protéger leur émotion. C'est un documentaire assez complexe parce qu'à un moment donné, il faut laisser les sentiments s'exprimer. En même temps, il faut parler, raconter l'histoire. Alors c'était des moments intenses, autant pour Anna aussi, qui se demandait si les personnes qu'on voyait dans ce musée étaient peut-être les gens avec qui il collaborait, c'est-à-dire les gens qui travaillaient à l'orphelinat. Parce qu'on le voit sur les images et sur les photos, vous aviez beaucoup d'employés qui étaient cambodgiens, vous n'étiez pas les 2 pour les 50 enfants, vous étiez les meneuses, peut-être vous aviez le leadership de la place, mais ils étaient le moment. Et avez-vous tenté ou êtes-vous rentré avec les bébés, vous, ici, sur ce vol, ou si vous êtes resté... On a rentré avec vous êtes rentré avec les enfants, bébés. Donc, vous aussi, est-ce que vous aviez perdu contact, je présume, avec vos amis, vos collègues? Oui, avec beaucoup. Ouais. Et en avez-vous retrouvé ou... Non. Ça a été trop dur, hein? Oui. On a organisé une première du film, le 18 décembre dernier, avec Station Vue, puis à la Maison de la Culture Mercier. Puis on a fait salle comble. Et puis à cet événement-là, suite au visionnement, j'avais réservé une surprise pour Anna et Héloïse qu'on venait de reconnaître en avant. J'avais présenté mes frères et sœurs cambodgiens aussi à tout le monde qui était là. Et puis à la fin, je pose la question, puis là je montre sur un écran PowerPoint, les photos, toutes les images qu'on voit, ben pas toutes, mais beaucoup des images qui ont été prises, ben il y a quelqu'un qui a dû prendre ces photos-là. Ça prenait quelqu'un. Si Anna et Héloïse sont sur la photo, il n'y avait pas de retardateur. Non. En tout cas, je pense pas. Et puis, donc, répondre oui, effectivement. Et puis, ben, cette personne-là
ça se pourrait-tu qu'elle s'appelle Art Purdon? Et puis, non. Ben, j'ai pas ici. Puis, est-ce qu'il y a un Art Purdon dans la salle? Puis, effectivement, on était entré en contact un mois auparavant. En fait, sa fille m'avait contacté. Et puis, de Colombie-Britannique. Oh, mon Elles Dieu. sont venues en famille. C'est vrai? Et puis là, on avait réussi à garder la surprise jusqu'à la toute fin. Et puis Art Purdon descend sur le stage et puis rencontre Anna pour la première fois en 37 ans. Ah ben oui. Ben, 37, 38. Dans ce cas, depuis le Cambodge. Ouais. Et puis, ils avaient toujours gardé un excellent souvenir de Art qui venait à l'orphelinat pour jouer avec les enfants quotidiennement, qui leur avait procuré des services, notamment une génératrice pour éviter les coupures d'électricité. Donc, ça a été quelque chose de suite. Donc, on a trouvé une personne. Au moins pour répondre à la question. Mais, Anna, je veux revenir avec peut-être la dernière question avec vous. Quand vous êtes arrivé à Dorval, ces petits sont partis dans les familles, vous avez perdu contact avec ces enfants-là, vous deviez avoir un sentiment de séparation épouvantable, mais en même temps, vous saviez qu'ils étaient bien maintenant en sécurité. Hein? Oui. Mais comment vous avez vécu ça toutes ces années? Vous les retrouvez, les petits, ça doit vous faire du bien? Oui, absolument, absolument. De les voir tout grandir avec leur famille et si proches entre eux. J'avais toujours ma sœur à travers les années. On avait nos souvenirs qu'on partageait souvent. Et on avait nos vies à vivre. Et aujourd'hui, c'est mission accomplie. Oh, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Oui. Oui. C'est fabuleux, en tout cas, et merci beaucoup de nous faire découvrir ça Il y dans a votre certainement plus d'une documentaire. cinquantaine de familles qui doivent être très heureuses. Je ne dis pas beaucoup, mais ça a été très difficile au Ouais. retour. Les cicatrices On n'a pas ont de été, doute. On n'a pas de doute. profondes. Parce que Moi non plus, je ne dis pas tout, parce que je l'ai vu, le documentaire. Il y a des moments que je ne révèle pas. Adoptifs ont l'occasion aujourd'hui de dire merci à Anna et Héloïse. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est une histoire de reconnaissance, de dévouement et de courage. Reconnaissance par le travail de Kim, de dire, bon, mais il faut que leur histoire soit connue, de dévouement pour Anna et Louise qui ont évidemment sauvé ses enfants et qui ont guéri leurs cicatrices parce qu'ils ont été très touchés lorsqu'ils ont quitté l'aéroport. Mais on ne peut plus rencontrer les enfants, c'est terminé notre histoire. On a dit, oui, vous avez fait votre travail, merci, bonjour. 30 ans se sont passés. Ouais, et Kim et Anna se tiennent par la main. Il y a vraiment quelque chose d'assez beau, de très beau. D'être venu Merci comme de ça, merci. nous exprimer. Alors, je vous le rappelle, au grand reportage ce soir, à 20h. Il y a des intervenants qui vont aussi faire connaître un peu l'histoire de la situation des enfants aujourd'hui avec le père François Ponchot. Ah oui, tout à fait, oui. Il était assez enragé, lui, je dirais. Parce que la situation est difficile aujourd'hui au Cambodge. Vous pouvez le voir dans l'actualité. Aujourd'hui, il y a des manifestations. Donc, le document arrive à point. Oui, tout à fait, vous avez bien raison. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci.